Bonjour et bienvenue au module 9, méthode de diagnostic, prévention et traitement. Je me présente, je suis médecin vétérinaire en pratique des grands animaux depuis 1988 à Richemont, dans les cantons de l'Est. J'ai été impliqué au conseil d'administration de l'Ordre des médecins vétérinaires pendant près de 13 ans, de 2008 à 2021. Et je suis copropriétaire d'une bergerie depuis 2015. On œuvre principalement dans des races paternelles et on a débuté également un troupeau polypé. Je travaille également comme clinicien enseignant à temps partiel. C'est tout nouveau à la clinique ambulatoire de la faculté depuis cet automne. Principes généraux du traitement. Qu'est-ce que c'est que j'ai mis à l'écran là? Primum non nocere. Finalement, c'est une locution latine qu'on enseigne comme principe de prudence à tous les étudiants, médecins, dentistes, vétérinaires, infirmiers et autres. L'idée, c'est la traduction, c'est en premier ne pas nuire. C'est un grand principe de la médecine qui nous fait dire d'essayer d'instaurer des traitements, mais de donner des produits adéquats et de ne pas utiliser des produits qui vont nuire à l'animal. C'est le premier objectif. Au niveau des principes généraux, il faut partir avec un diagnostic. C'est la première des choses. Et puis, idéalement, avoir le bon diagnostic, ne pas traiter à l'aveugle. Si on a réussi à avoir un bon diagnostic, on s'oriente vers un bon produit. Et si on a un bon produit, bien, il faut évidemment travailler avec la bonne dose et la bonne voie d'administration. Tous les produits ne s'utilisent pas de la même façon. Il y en a qui vont se donner intramusculaire, sous-cutané, intraveineux, puis d'intervertir sans savoir des voies d'administration, c'est rarement une bonne idée. Une bonne fréquence d'administration. Certains produits sont efficaces à court terme, il faut les répéter. Il y en a d'autres qui doivent être utilisés une seule fois. Fait qu'il faut avoir la bonne information de base quand on travaille avec des produits quels qu'ils soient. Dans le cas des antibiotiques et des antiparasitaires, on va y revenir un peu plus tard, il faut faire attention au développement de résistance possible. Puis, il faut évidemment prendre des notes sur l'efficacité. Puis également, le fait de prendre les notes nous permet de prédire, d'écrire les retraits qui vont être en conséquence du médicament administré. Au niveau des classes de médicaments, le marché, disons, en partant que le marché mondial des produits pharmaceutiques qui est destiné aux humains, c'est 40 fois plus grand que l'équivalent vétérinaire. Alors, le côté vétérinaire est souvent un peu le parent pauvre des compagnies pharmaceutiques. Il y a beaucoup de compagnies qui, maintenant, se spécialisent du côté vétérinaire, mais traditionnellement, il y avait beaucoup de compagnies qui avaient une division vétérinaire parmi une énorme division de médecine humaine. Quand on décline un peu l'ensemble des produits qui sont disponibles, vous voyez un petit peu les classes qu'on a à l'écran. Produits de santé naturelle vétérinaire, ça inclut toutes sortes de choses. C'est sous la direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada qui gère un peu l'utilisation de ces produits-là. Alors, vous avez les vitamines, les minéraux, des choses comme des produits botaniques, tout ce qui tombe dans l'homéopathie, les probiotiques, les acides aminés, acides gras essentiels. Et les produits pharmaceutiques comme tels, quand on parle d'analgésiques, d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et d'anesthésiques, sont également sous la direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada. Les produits biologiques, eux, comme les vaccins, les antitoxines, les anticorps, ça relève de l'Agence canadienne d'inspection des animaux. Il y a un centre canadien pour les produits biologiques. Ce qui est regroupé sous la bannière des pesticides, ça relève de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. Fait que là-dessus, on va avoir, par exemple, les antiparasitaires, les vermifuges, les additifs alimentaires et les anticoccidiens sur lesquels on va revenir un petit peu plus tard. En termes de pourcentage du marché mondial, on parle aujourd'hui des ovins. On représente 5 % à peu près du marché vétérinaire. Vous voyez que les animaux de compagnie prennent une très grande part. Les bovins également, les porcins dans une moindre mesure. Puis le marché de la volaille a quand même une certaine importance aussi.
Au niveau de l'homologation des produits vétérinaires, bien, généralement, comme on a dit, ça dépend de la direction des médicaments vétérinaires qui va évaluer les produits en fonction de leur sécurité, de leur efficacité, de la stabilité qu'ils vont avoir dans le temps, notamment. Puis, éventuellement, il y a une approbation qui va être donnée si toutes ces choses-là sont bien démontrées par la compagnie pharmaceutique, études à l'appui. La plupart des produits au Canada, pour être utilisés de façon réglementaire, il faut qu'on ait ce qu'on appelle un DIN. C'est un numéro à 8 chiffres qui est octroyé, qui réfère évidemment au fabricant, au nom du produit, aux ingrédients qu'il contient, à la concentration. Et rattaché à ça, on a évidemment la posologie et la voie d'administration. Évidemment, si on pense par exemple à un produit comme le Trimidox, qu'on ait un 500 ml, un 250 ml ou un 100 ml, c'est le même numéro de DIN qui est rattaché. C'est ce qui nous permet normalement de pouvoir vendre légalement un produit vétérinaire au Canada. Il y a une cascade décisionnelle qui avait été mise de l'avant pour la sécurité des animaux et du public. Dans le fond, le but de ça, c'est d'essayer de travailler le plus possible près des indications qui nous sont données par les compagnies pharmaceutiques, de travailler avec des produits idéalement approuvés pour l'espèce dans laquelle on se retrouve. Fait que quand on parle du vert aller vers le jaune en bas, finalement, c'est qu'on devrait idéalement travailler avec les produits du haut puis laisser le plus possible ceux du bas ne pas les utiliser idéalement. Alors, on commence avec médicaments vétérinaires approuvés avec un DIN selon les directives de l'étiquette. Après ça, bien, selon les directions du vétérinaire, on pourra agir ce qu'on appelle en dérogation des directives de l'étiquette, c'est-à-dire changer, par exemple, le dosage. La troisième classe, bien, occasionnellement, on peut faire appel à un médicament humain homologué. On a le droit de le prescrire, mais notre responsabilité professionnelle s'en trouve un peu accrue parce qu'on tombe en dehors des instructions puis de l'espèce à laquelle elle était destinée. Puis après ça, bien, on tombe dans tout ce qu'on appelle des préparations magistrales qui peuvent être faites à partir d'un médicament qui a un DIN ou d'un médicament humain qui est homologué ou d'un produit pharmaceutique actif, d'un agent pharmaceutique actif qui n'aurait pas nécessairement de DIN, ce qui est loin d'être l'idéal. On arrive à parler un peu de la résistance aux antibiotiques. On va faire une parenthèse un peu là-dessus. C'est quelque chose qu'on considère de plus en plus dans un concept d'un monde, une santé. En fait, on prévoit, ça c'est un extrait d'une étude là, qui avait été commandée en 2014 par le gouvernement du Royaume-Uni, où on calcule que la projection finalement en 2050, c'est qu'il y aura probablement proche de 10 millions de personnes qui mourront de conséquences ou de décès qui sont attribuables à la résistance aux antibiotiques. Fait que la portion que vous avez en bleu, c'est finalement l'accroissement à partir de 2014, en bleu foncé. Vous voyez que ça va dépasser les décès. On prévoit que ça dépassera les décès attribuables au cancer si on ne fait pas attention à l'usage qu'on fait des divers antibiotiques qui nous sont disponibles. Quand on regarde les mortalités annuelles par résistance aux antibiotiques qui sont prévues en 2050, mais c'est sûr, dans les pays où il y a une démographie très élevée, où il y a beaucoup de population, on est plus à risque d'utilisation parfois un peu tout croche, puis d'avoir une multirésistance à plusieurs antibiotiques, puis des décès qui vont suivre. On voit que l'Amérique du Nord est un peu, les normes sont un peu moindres, la population est moins importante, mais c'est des choses à lesquelles il faut faire attention. Tout ça en se disant que la découverte de nouveaux antibiotiques au travers des années, dans le début des années 80, finalement, on était dans l'apogée de la découverte de toutes sortes de nouvelles familles d'antibiotiques. Puis avec le temps, on a de la misère à trouver des nouvelles familles d'antibiotiques, des nouveaux produits. On dirait qu'on plafonne. De plus en plus, on fait face à des bactéries, autant dans le milieu hospitalier que dans le milieu vétérinaire, des bactéries qui deviennent multirésistantes parce qu'ils ont été exposés à plein d'antibiotiques. Puis, les bactéries qui survivent, eux autres, ils sont très équipés pour lutter contre tout ce qu'on a de disponible, comme au niveau de la pharmacopée qu'on appelle.
Fait que c'est important de préserver la sensibilité aux antibiotiques, principalement ceux qui sont importants en médecine humaine, ce qui fait qu'il y a une classification qui a été mise sur pied de concert avec les gens de médecine humaine, de voir c'était quoi les classes d'antibiotiques qui étaient très importantes pour eux, puis sur lesquelles on devait peut-être diminuer l'utilisation en médecine vétérinaire. Fait qu'il y a en gros 4 catégories dans lesquelles les antibiotiques ont été classés au Canada. Catégorie 1, très grande importance, la diapo que vous avez à l'écran. C'est des noms un peu compliqués, mais je vous réfère peut-être à une couple de produits dont vous aurez peut-être entendu parler, l'Exenel, l'Exide, c'est du ceftiofur de sodium finalement. C'est un produit qu'on a essayé de tranquillement retirer d'utilisation beaucoup au Québec, même si c'est encore utilisé peut-être trop à grandeur de l'Amérique du Nord. C'est un produit qui avait le mérite d'avoir peu ou pas de retrait. Et il a été utilisé passablement il y a quelques années, mais là, au Québec, on s'est un peu donné le mot de ne pas trop le sortir. Parmi les autres produits dans les classes 1, l'enrofloxacine, connu sous le nom de Bétril, c'est un produit qu'on essaye de retirer de la chaîne alimentaire ou de le réserver à des cas où on a vraiment une résistance importante, puis il faut vraiment sortir ce produit-là. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on devrait retrouver en tablette, là, puis c'est des choses qui devraient être très peu utilisées en clinique vétérinaire. Alors, encore une fois, là, les produits catégorisés de très grande importance. Les autres produits sont, vous avez les exemples qui sont là. C'est peut-être un peu petit, mais Bétril, XNL, Ceftiofur, Spectramast, c'est un produit mammaire qui est utilisé intramammaire chez les bovins. On essaie de limiter son utilisation aussi. Les gens qui ont travaillé dans le secteur laitier connaissent peut-être ce qui était le 17900. Ça a été retiré du marché. C'est un peu le même concept au niveau des antiparasitaires. L'image que vous avez là, c'est un parasite qu'on appelle les moncus, qu'on retrouve au niveau de la caillette dans différentes espèces, mais surtout chez les moutons, c'est un problème. Il y a un principe de prévenir la résistance aux vermifuges. Il y a quelques années, on prônait de vermifuger des fois un peu tout un troupeau en se disant on fait une bonne job, on est efficace sur 98 des parasites qu'on retrouve au niveau des animaux, mais on s'est aperçu avec le temps que la problématique qu'on avait, c'était les 2 qui survivaient. On sait que, grosso modo, 20 des parasites sont dans les animaux, puis vous en avez à peu près 80 qui sont sur le pâturage sous forme d'œufs ou de larves. Et quand on fait un traitement, il faut se dire que l'animal, dorénavant, ce qu'il va excréter, c'est des parasites qui vont avoir survécu aux vermifuges, qui sont donc résistants, puis c'est ça qui va ensemencer sur le pâturage. Et éventuellement, ben, quand on va arriver dans une deuxième saison ou plus tard en saison pour retraiter, ben, on va probablement frapper un œuf, puis on n'aura plus d'efficacité comme telle. C'est la même problématique avec les antibiotiques. On a très peu de nouvelles molécules. On a l'air d'avoir fait un petit peu le tour de ce qui était disponible. Ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas de nouveaux produits qui sortent. De temps en temps, on commence à utiliser parfois des combinaisons de molécules, mais il faut se dire qu'il faut faire attention à l'acquisition de résistance. Fait qu'on a introduit, vous avez sans doute entendu parler de la notion de refuge de parasites sensibles. Fait que l'idée, c'est de traiter les animaux qui en ont vraiment besoin, de faire un traitement très ciblé. Puis de là, l'utilisation de ce qu'on a appelé les chartes FAMACHA, dont il y a peut-être été question dans d'autres modules, c'est-à-dire de regarder au niveau de l'œil de l'animal s'il est très anémique, nécessite d'être traité, ou s'il a de l'air passablement correct, puis que c'est un animal qu'on pourrait garder comme un excréteur de parasites sensibles en le traitant pas. Les coprologies sont également quelque chose qui est à prioriser. Une question de voir l'efficacité d'un traitement. Alors, on pourra décider de refaire des tests suite à un traitement, mais également de faire des tests avant le traitement, voir si est-ce que globalement, au niveau du troupeau, on est à des niveaux au niveau d'un groupe où on devrait penser commencer à traiter ou pas. On parle de plus en plus également dans certains pays, puis
Peut-être ici aussi, ça va venir en termes de sélection génétique. Il y a peut-être des races qui sont moins sensibles aux parasites, qui ont une résistance naturelle plus importante, puis à l'intérieur de certaines races, des individus aussi. Fait que dans certains programmes de sélection, dans plusieurs pays, il y a des indices qui sont donnés à la résistance aux parasites. Protocole de traitement, c'est quelque chose qui va être établi de concert avec le médecin vétérinaire en lien avec la prévalence de problèmes qui sont connus et ce qu'on appelle dans le cadre d'une relation VCP qui est valide. Au niveau de l'ordonnance et de l'étiquetage, bien, il y a une réglementation qui existe au niveau du Québec. Il y a tout un règlement qui concerne l'étiquetage et l'emballage des médicaments qui découle de la loi sur les médecins vétérinaires. Alors, comme vétérinaire, on a des obligations. Fait que quand on exécute une ordonnance, on doit inscrire plusieurs renseignements sur l'étiquette qui identifie le médicament. On doit inscrire, bien identifier finalement l'établissement, nom, adresse, numéro de téléphone, etc., le nom du client pour lequel il est prescrit, parce que quand vous avez une prescription de médicaments qui est faite chez votre vétérinaire, elle est prescrite à votre élevage et non pas aux voisins. Puis réglementairement parlant, c'est des choses qui peuvent être problématiques s'il y a des médicaments qui circulent d'un troupeau à l'autre. L'identification ou le signalement de l'animal ou du groupe d'animaux. Souvent, dans les ovins, on réfère plus à des groupes là, comme tels, mais normalement, c'est quelque chose qui va figurer au niveau de l'emballage. Le nom du prescripteur, c'est-à-dire le vétérinaire, le nom générique et commercial du médicament, la quantité et la posologie, et selon le cas des renseignements additionnels. C'est-à-dire concentration du médicament, mode d'administration, comment il doit être conservé, des précautions particulières à prendre, la date de péremption, le délai d'attente pour consommation humaine du produit d'origine animale. La date où finalement la prescription est faite, puis le nombre de renouvellements restants dans le cadre de prescription qui pourrait être émise avec un renouvellement possible. Cette loi-là prévoit qu'on n'est pas parfois toujours obligé d'aller dans tout ce détail-là si le médicament est vendu dans le contenant original du fabricant, pour autant que certaines conditions soient remplies. C'est-à-dire qu'il faut mettre minimalement le numéro de prescription, le nom du médecin vétérinaire, le nom, l'adresse, numéro de téléphone d'établissement, souvent c'est une étiquette là, qui est assez standardisée. Et c'est ça, le numéro de l'ordonnance comme tel. Puis évidemment, quand c'est des produits qui sont qui sortent un peu de l'homologation auquel ils sont destinés, il faut être très complet dans l'étiquetage qu'on fait. Fait que cette parenthèse-là de mettre juste une étiquette finalement avec le nom puis, du vétérinaire puis le numéro de prescription, là, ça se limite vraiment aux produits qui seraient approuvés côté mouton. Qu'est-ce qu'elle devrait contenir finalement ou comment devrait être organisée une pharmacie qu'on a finalement dans les bergeries ou dans les étables? Elle devrait être localisée dans un endroit où la température est relativement stable. Évidemment, il faut éviter pour la plupart des produits le gel. Puis le fait qu'il surchauffe, alors c'est pas une bonne idée de mettre ça en plein soleil, à l'abri des enfants, puis idéalement verrouillable. En termes de matériel, de plus en plus, dans toutes les espèces, on prône le fait d'utiliser des seringues neuves, c'est-à-dire de ne pas utiliser la même seringue qui va servir notamment pour différents produits, des restants de produits mélangés avec d'autres
Ça peut nous donner des retraits tout à fait inattendus, des interactions médicamenteuses qui ne seraient pas désirées. Puis de plus en plus, bien, on dit toujours d'utiliser des aiguilles à usage unique, c'est-à-dire de ne pas utiliser l'aiguille jusqu'à ce qu'elle ne pique plus, là, mais de prendre une aiguille individuelle pour chaque animal. On sait qu'en médecine humaine comme en médecine vétérinaire, il y a des virus qui se transmettent assez facilement par des aiguilles. Fait qu'il faut essayer de faire attention à ça. Les pinces, les étiquettes d'identification attestera. On va en reparler un petit peu tantôt, mais c'est important de toujours prendre note de qu'est-ce qu'on pique à quel moment. Puis si on n'a pas d'identification, ben on est perdu, puis on risque d'être en problème au niveau du respect des retraits. Bouteilles et tubes de gavage, j'en ai mis un à l'écran. C'est quelque chose qu'on devrait, je pense, tous avoir. Moi, mon expérience personnelle, pour des raisons particulières, on a pris comme objectif au niveau de nos agneaux de s'assurer toujours que le premier boire est fait dans le bon temps. On peut donner autour de 200 ml pour un agneau de 4,5 kg en termes de colostrum. Fait que nous autres, on avait pris le choix de le donner au premier gavage. Finalement, le premier boire, ça nous permet en même temps de vérifier est-ce qu'au niveau du pis, tout est normal au niveau des deux quartiers. Puis de s'assurer que l'agneau part avec un certain départ côté anticorps. Des anneaux et des pinces à codectomie. Puis au niveau des médicaments, bien ça, c'est à déterminer aussi avec votre vétérinaire. Il va, selon la prévalence de ce qu'il retrouve au niveau du troupeau, il va faire des recommandations, mais règle générale, souvent, on va suggérer d'avoir un désinfectant pour nombril. On peut parler d'iode ou de chlorhexidine. Colostrum artificiel, il y en a probablement été question dans d'autres modules, mais c'est quelque chose qui peut nous dépanner de temps à autre. C'est sûr que c'est pas, faut se dire que c'est pas aussi bon que le colostrum de la mer. C'est pas aussi bon que le colostrum qu'on aurait pu vouloir congeler puis se monter finalement une banque de colostrum avec des anticorps qui sont spécifiques au troupeau. Mais ça peut être un bon dépanneur d'avoir un colostrum artificiel. C'est des colostrums bovins en général qui sont disponibles. C'est sûr que la durée d'action des anticorps qu'on fournit avec ça risque d'être moins bonne que si c'était des anticorps ovins, mais ça peut être une bonne chose d'en avoir. Sélénium injectable, je pense que c'est dans les régions où on est au Québec, les sols sont déficients un peu partout. Les agneaux naissent avec très peu de réserve côté sélénium, puis c'est pas par le lait qu'en général ça va être rencontré. Fait que on suggère souvent d'injecter les agneaux à la naissance avec une dose de sélénium qui, on espère, va couvrir les besoins jusqu'à ce que, d'un point de vue alimentaire, ils consomment autre chose que du lait. Vitamines orales ou injectables. Bon, il y a des vitamines orales qui ont sorti un peu récemment, là, qui sont disponibles par une compagnie pharmaceutique, puis il y a des produits injectables. Il y a des gens qui vont vouloir donner de la vitamine B ou autre aux agneaux. Calcium qui pourrait être utilisé dans les cas de brebis qui sont problématiques au niveau de la mise bas dans certaines races, puis le dextrose qui pourra s'utiliser aussi dans des cas de, par exemple, de toxémie de gestation ou sur des agneaux nouveau-nés qui sont faibles ou qui sont hypothermiques au départ puis qui ont de la misère à débuter. Des anti-inflammatoires et des analgésiques, bien ça va aller c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus. Il commence à avoir des produits un peu plus homologués, je dirais, côté mouton. Vous avez peut-être entendu parler de choses comme du Métacam, puis d'autres produits anti-inflammatoires qui sont disponibles sur le marché. Votre vétérinaire pourra vous conseiller là-dessus. Parce que l'analgésie, on s'aperçoit que de plus en plus, c'est quelque chose qui améliore le pronostic au niveau de nos traitements. Là, quand l'animal n'a pas à gérer une douleur en plus d'une infection, souvent ça a sa place. Puis dans certaines manipulations plus douloureuses, par exemple la pose d'élastique au niveau des queues, de plus en plus, là, les codes de pratique demandent d'utiliser un analgésique autour de l'utilisation de ça. Antibiotiques de base, bien ça va être déterminé avec votre vétérinaire selon ce qui se passe chez vous en termes de pneumonie ou autre. Et les vermifuges.
Bonne idée d'avoir accès à un réfrigérateur. S'il n'est pas dans la bergerie, ben, peut-être utiliser une petite section de celui de la maison. On pense principalement aux vaccins. La plupart des vaccins, c'est des produits qui sont très fragiles côté température. Il y a une chaîne de froid à respecter. En médecine humaine, c'est des choses qui sont très sévères parce qu'on sait qu'un vaccin qui a chauffé ou qui a congelé, il risque de perdre un peu toute son efficacité. Certains antibiotiques, théoriquement, la pénicilline là, dans les marques commerciales qui sont disponibles maintenant, souvent, c'est recommandé de garder ça au réfrigérateur. Et un congélateur, on pense ici au colostrum congelé. Nous autres, je dirais à la bergerie que j'ai depuis quelques années, on a pris la décision de se bâtir finalement une banque de colostrum congelé, c'est-à-dire qu'étant donné qu'on fait une première traite sur la brebis au moment de donner le premier boire à l'agneau, en général, on la vide au complet, puis ça a juste un agneau, puis qu'elle en masse de colostrum, généralement, on va congeler du colostrum pour utilisation ultérieure sur une femelle qui aurait plus des jumeaux ou des triplets, par exemple. On va utiliser des sacs de lait qui sont vendus en pharmacie là, côté humain. C'est un plastique épais, ça se prête bien à mettre une dose finalement en termes de volume là, pour un agneau. Fait qu'on met ça dans des petits sacs, on indique généralement la date où ça va avoir été congelé, on peut identifier la brebis, on peut mettre un tas d'informations là-dessus. Puis, on peut également évaluer la qualité du colostrum qu'on congèle. On va y revenir un peu tantôt. C'est important de décongeler ça de la bonne manière. Ça ne doit pas être exposé à des chaleurs trop importantes, c'est-à-dire qu'on devrait dégeler ça finalement dans de l'eau chaude, mais dans une eau chaude qui est tolérable au niveau de la main. Si vous vous brûlez, ben il faut penser que le colostrum qui dégèle, les protéines vont être dénaturées, puis ce qu'on cherche à transférer, c'est des protéines, c'est des immunoglobulines. Puis il faut les préserver. Fait que c'est pas quelque chose qu'on va vouloir dégeler au micro-ondes non plus, puis faire du fromage avec. C'est important de les dégeler de la bonne manière. Fait que de l'eau chaude qui ne brûle pas, éviter le micro-ondes. L'autre produit auquel je pense des fois dans le congélateur, c'est des produits comme du Foligon, de la PMSG. Des fois, on va reconstituer une bouteille, puis on en a trop pour le nombre de brebis qu'on a décidé de synchroniser. Certains produits peuvent se conserver au congélateur, alors que si on le garde au frigo, il va dégénérer assez rapidement. La gestion, la conservation puis la disposition des médicaments, c'est quelque chose qui est important. Il faut faire un inventaire régulier puis disposer des médicaments périmés. De plus en plus, on a un souci de l'environnement, c'est-à-dire qu'on recommande de ne pas envoyer ça dans les ordures ménagères régulières pour enfouissement. De plus en plus, ces produits-là font l'objet d'une récupération particulière au niveau de la chaîne pharmaceutique, finalement. Fait que dans les cliniques vétérinaires, c'est des choses qui peuvent être récupérées et qui sont envoyées sur une récupération particulière pour les médicaments, de la même façon qu'on va le faire pour les aiguilles contaminées. Faire attention à l'environnement. L'infirmerie, c'est toujours une bonne idée d'avoir à tout le moins une section de bergerie qui va être consacrée à isoler des animaux qu'on met sous traitement parce qu'ils sont fragilisés. Les objectifs, c'est qu'ils soient un peu plus tranquilles, qu'ils ne soient pas bousculés par d'autres animaux plus dominants. Souvent, on leur donne la chance d'être capable de remanger plus facilement. Prévenir la transmission d'agents infectieux aussi. Un animal malade qui est parmi des animaux sains, on le sait tous, là, ça risque de transmettre plus rapidement des problèmes respiratoires, par exemple. Faciliter la surveillance et le traitement de ces animaux-là. On les voit plus agir que quand ils sont parmi un groupe, il faut le chercher où est-ce qu'il est rendu. C'est un peu le même principe que d'avoir une aire de quarantaine qu'on devrait idéalement favoriser de plus en plus dans les bergeries également. C'est jamais une bonne idée d'acheter des béliers puis ou d'autres ou un groupe d'agnelles puis de mélanger ça direct avec notre bergerie sans savoir ils sont porteurs de quelque chose, y a-t-il
quelque chose qui va se développer dans les prochaines semaines. Quand on parle, par exemple, de plus en plus de statuts sanitaires à l'égard du Médivisna, ben, des fois, on va acheter des animaux d'un troupeau de statut inférieur. On va vouloir les pré-tester puis les garder à l'écart. Fait que c'est toujours une bonne idée de prévoir des aires à cette fin-là au niveau de la conception d'une bergerie ou de son développement. On va parler un peu des sites d'injection. Les différents produits, en général, à peu près tout ce qu'on injecte, on devrait prioriser l'encolure. Vous voyez, sur l'animal qui est là, ben, on peut utiliser aussi la zone axillaire, le petit triangle qui est en bas, en dessous de l'animal. Mais normalement, on privilégie l'encolure pour à peu près tous les types d'injections. Le but, c'est de préserver les masses musculaires de qualité. On ne veut surtout pas aller dans les gigots. On ne veut pas se ramasser au niveau de la masse musculaire lombaire non plus. Fait qu'on suggère de toujours travailler avec l'encolure. Fait qu'il y a un triangle là, que j'appellerais un triangle de viande là, que vous voyez sur l'image de droite et qui correspond un peu au site où on va retrouver des muscles puis où on pourra également travailler sous-cutané. Fait que si on injecte sous-cutané dans cette région-là, ben, ce qu'on va faire généralement, c'est de placer l'aiguille un peu à 45 degrés par rapport à la surface de la peau. Puis on vise à former une petite tente de peau, puis on embarque l'aiguille finalement en dessous de ça. Fait que ça, c'est une injection qui va être faite sous-cutanée. Vous allez être capable de déplacer un peu l'aiguille, même si elle est insérée à ce moment-là. Intramusculaire, ben, on va y aller plus à 90 degrés perpendiculairement. Puis, on va chercher à aller un peu plus profondément pour finalement atteindre du muscle ou de la viande comme tel. D'autres produits ben, vont devoir être utilisés de façon intraveineuse, fait qu'on va faire appel à la veine jugulaire du cou. Ça va être utilisé autant pour certaines injections, puis certains prélèvements en termes de quand on va parler de prise de sang. Injection intrapéritonéale, ça c'est finalement dans la bedaine. Le péritoine, ben, c'est l'enveloppe qui recouvre toutes nos viscères abdominales. On va l'utiliser principalement sur des agneaux qui sont, par exemple, ils n'ont pas été chanceux, ils sont nés au froid, ils ne sont pas levés assez rapidement, ils n'ont pas séché vite. Puis, ils sont hypothermiques. On sait que ces agneaux-là vont pas boire. Puis si on les gave directement, ils risquent de régurgiter carrément. Fait que il y a une façon d'utiliser la zone inguinale pour injecter ce qu'on appelle du dextrose. Fait que ça, c'est une petite recette là, qui est disponible d'utiliser le dextrose commercial qu'on a à 50 %. On peut utiliser à peu près 20 cc de dextrose qu'on va diluer avec de l'eau stérile parce qu'il est trop concentré comme tel. Puis qu'on va injecter idéalement réchauffer. Là. On ne veut pas empirer le cas et mettre ça bien froid. Au niveau d'un agneau qui est soit hypoglycémique parce que ça fait un bout qu'il n'a pas bu ou hypothermique. Là. Souvent, c'est une combinaison des deux. Des fois, ça permet de ressusciter des agneaux qu'on aurait pensé perdus autrement. J'arrive à la tenue de registre et le respect des périodes de retrait. Qu'est-ce que c'est une période de retrait? Ben, c'est une période qui est prescrite par le médecin vétérinaire et ou le fabricant avant que l'abattage soit permis, c'est-à-dire qu'on ait l'assurance qu'il n'y aurait plus de résidus au niveau de la carcasse ou dans le cas du lait, là, quand on parle de chèvres laitières ou de moutons qui sont en production laitière. Fait que c'est la période à écouler à partir de la dernière dose de médicaments avant que ces produits-là puissent être consommés. Et que ça débute, si on marque, on vous dit qu'il y a une période de retrait de 72 heures ou de 3 jours pour un produit, bien, ce délai-là, on le calcule à partir de la dernière dose qui est administrée. C'est un produit qui est donné sur 3, 4 ou 5 jours, bien, on le calcule à partir de la dernière dose. Toujours tenir en note un dossier pour chaque animal afin de savoir bien des choses. C'est quoi le produit qu'il a reçu? Parce que finalement, la période de retrait va varier beaucoup d'un produit à l'autre. Quelle dose on a donné?
Souvent, la dose qui est recommandée par le fabricant, si on la double ou si on l'utilise plus fréquemment, la période de retrait elle peut allonger de façon assez importante. Fait qu'il faut toujours s'assurer qu'on travaille avec la bonne dose. C'est une bonne idée quand on a un doute d'utiliser une balance pour voir le poids de l'animal qu'on traite parce que des fois, on a des surprises. À quelle fréquence? Est-ce que ça a été traité 1 jour, 2 jours, 3 jours? Il y a beaucoup de produits antibiotiques, notamment, qui sont des longues actions, sur lesquels on prévoit qu'une dose a telle période de retrait. Mais des fois, on va, dans certaines circonstances, utiliser des produits qui sont plus courte action, puis on va vous dire de le donner 2 fois par jour ou de le donner à tous les jours. Puis, on en tient compte finalement dans l'établissement de la période de retrait qui va vous être recommandée, puis pour combien de temps l'animal a été traité. De tout ça, ben, il va découler la période de retrait qui va être à respecter. Il faut prendre des notes. Le papier a encore sa place, mais de plus en plus, les gens ont des logiciels informatisés qui peuvent être sur un téléphone ou logiciel de régie là, à la bergerie pour écrire tout à mesure, c'est le gros avantage, puis éviter les oublis. Parce que quand on se dit je vais le marquer plus tard, on est dans une production où il y a des nombres très importants d'animaux. On risque de plus se rappeler du numéro de l'animal ou d'écrire le mauvais numéro ou de carrément oublier qu'on avait inscrit ça cette journée-là. Fait que je pense qu'il faut viser vraiment la proximité de notre méthode d'inscription de ces choses-là, quelles qu'elles soient. Soit traîner un pad à la bergerie qui nous suit tout le temps, là, mais en tout cas, dans mon cas, je suis toujours ça sur le téléphone qui me suit. Je pense que c'est un outil qui est disponible. On ne remet pas plus tard, on pique pour l'inscrit. Fait qu'il y a des logiciels comme Bergère que plusieurs utilisent, là, qui est très complet. Il y a des logiciels qui sont parfois plus simples. Là. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec HerdBoss, qui est un logiciel britannique. Je dirais qui est assez basique, mais qui répondait encore maintenant pour moi à mes besoins actuels. Puis l'application Agnew Plus là, qui a été mise de l'avant, là, qui vise à essayer d'optimiser un peu le traitement des jeunes animaux, principalement, puis de prendre en note et tenir en considération toutes ces choses-là. Faire part de vos succès puis de vos insuccès avec votre vétérinaire. Si vous n'en parlez pas puis vous ne dites pas tel produit a bien fonctionné, vous n'avez pas de notes sur le taux de succès que vous avez avec vos traitements, bien, on peut traiter dans le beurre un bout de temps. La résistance bactérienne, ça existe. Des fois, il faut passer à un autre produit. Des fois, il faut réorienter le dosage. Ça ne fait jamais de mal de prendre le temps d'en discuter avec le vétérinaire et de dire, bien, ce que tu m'as suggéré, ça marche bien. J'ai du succès avec ça ou je me plante à tout coup. Il faut qu'on le sache. Vaccination. Quels sont les objectifs de la vaccination? Bien, c'est réduire la fréquence des maladies observées. On pense rarement qu'avec la vaccination, on va complètement tout éliminer, mais on va réduire ce qu'on appelle la prévalence, puis peut-être la gravité des symptômes aussi de ce qu'on risque de voir comme signe clinique. On vient de sortir d'une période de pandémie, là, puis on sait que les vaccinations qui ont été utilisées avaient pour but de réduire l'hospitalisation. Ça ne veut pas dire que les gens n'attrapaient pas la COVID, mais ils s'enclairaient plus facilement. Prévenir l'introduction de maladies à dissémination rapide. On peut vouloir vacciner, pas parce qu'on a une maladie dans le troupeau, mais qu'on sait que si on rentre un animal qui est porteur de ça, bien là, ça va peut-être faire le tour rapidement, puis c'est un peu une police d'assurance finalement. Contribuer à la diminution de l'utilisation des antibiotiques en accent sur la prévention, ça c'est une chose que de plus en plus on va devoir cibler. Travailler avec des vaccins plutôt que d'être pogné à traiter plus tard, puis de courir des périodes de retrait. Au niveau des types de vaccins, il y a 2 grandes classes finalement de vaccins. On parle souvent de vaccins vivants ou de vaccins tués. Alors, vaccin vivant atténué, finalement, c'est un virus qui est vivant, mais qui a plus la capacité de se reproduire ou de causer des symptômes, des signes cliniques importants chez l'animal. Mais étant donné qu'il est vivant, bien, il nécessite une reconstitution. En général, c'est comme une petite poudre, puis souvent, on va mélanger ça avec un diluant.
Puis là, ben, le vaccin, la portion vivante du vaccin va se réactiver, puis il faut l'utiliser dès la reconstitution. Après quelques heures, il va retomber probablement mort, puis inefficace. Puis un coup qu'on a rouvert ces bouteilles-là, il faut les passer à très court terme. Ça nécessite une dose moindre en termes de ce qu'on appelle la quantité d'antigènes. Souvent, pour la même maladie, si on a le choix entre un vaccin vivant et un vaccin tué, bien, le vaccin vivant, étant donné qu'il va se répliquer localement, on a besoin de donner, d'administrer un moins grand nombre finalement de bactéries ou de virus. C'est des vaccins qui généralement donnent moins de réactions locales parce qu'on n'a pas besoin d'ajouter un produit chimique ou une huile ou un produit finalement qui va augmenter la réaction immunitaire. Puis, c'est des produits qui sont généralement très efficaces quand on parle des vaccins vivants. Il y a moins de rappels nécessaires parce qu'ils se répliquent, puis ils sont finalement présents jusqu'à ce que le système immunitaire finalement les inactive. Il y en a qui sont disponibles par voie orale, il y en a d'autres qui sont des injectables. Vaccin tué ou inactivé, c'est des choses qui sont plus stables. La dose d'antigène est plus élevée comme telle. Comme on vient de dire, au niveau on est souvent obligé d'ajouter ce qu'on appelle des adjuvants. Ça donne une réaction locale qui va être souvent accrue. Traditionnellement, c'est des produits qui ont parfois une moindre efficacité, puis il faut souvent travailler avec des rappels, c'est-à-dire donner une deuxième dose après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois selon le produit, ou à l'intérieur de l'année de façon un peu plus fréquente. Au niveau des doses, quand on parle de vaccin, c'est généralement la même pour tous. Ce n'est pas dépendant d'un poids finalement qu'on vaccine un agneau de 4 mois ou une brebis adulte ou un bélier. En général, ça va être la même dose qui va être utilisée. Le moment optimal, pour certains vaccins, on va travailler prépartum, c'est-à-dire avant la mise bas, en ayant comme objectif de créer une réaction immunitaire chez les brebis, puis de transférer par le colostrum une protection pour les agneaux jusqu'à ce qu'ils soient d'âge, soit être exposés à la maladie pour développer des anticorps naturels, ou à se ramasser à un âge où ils seront plus sensibles aux pathogènes ou aux microbes contre lesquels on veut lutter. Puis, au niveau des jambes, ben, on va le donner au moment où les anticorps maternels sont passablement partis chez l'agneau. On peut parler de 3, 4, 5 mois là, selon les maladies, puis selon également la quantité d'anticorps ou le colostrum, la qualité du colostrum que l'agneau individuellement va avoir reçu, puis ça, on ne peut pas toujours la deviner. Programme et stratégie, bien, selon le troupeau, on va adapter la vaccination selon la prévalence de certaines conditions, puis la régie qui est faite également. Au niveau de l'entreposage, bien, on en a parlé un petit peu plus tôt. Pour la plupart, ça va au réfrigérateur. Il faut préserver du gel. Utiliser des aiguilles neuves, puis de ne pas conserver des contenants entamés. En général, ils ne servent à rien, ils sont complètement inutiles après un certain temps. Puis certains, quand on parle des vaccins tués, bien, à chaque fois qu'on va jouer dedans, dans la fiole finalement, surtout si on n'utilise pas des aiguilles neuves à chaque fois, bien, on risque de contaminer la fiole puis de se ramasser avec des abcès éventuellement quand on va commencer à réinjecter des animaux avec un produit qu'on a peut-être gardé au frigidaire ou moins bien gardé au frigidaire, mais qui, en bout de ligne, sont devenus un bouillon de bactéries qui va contaminer plusieurs animaux de fil. C'est jamais une bonne idée de garder des contenants de vaccins entamés. On les ouvre, on essaie d'acheter les quantités qu'il faut en fonction du groupe qu'on a vacciné. Puis des fois, c'est mieux de travailler avec des plus petits emballages, puis d'en utiliser 2 ou 3 que de prendre un gros format qu'on n'utilisera pas, puis que ça va nous faire de la peine d'en disposer. Parmi les vaccins homologués, bien, un vaccin contre l'entérotoxémie, quand on parle des Tasvax, des covaccins, de toutes sortes de produits qui sont disponibles. Il y a des produits qui sont combinés avec du tétanos dedans.
Lymphadénite caséreuse, je pense au Glanvac, il y a des produits qui incluent finalement ces trois choses-là, l'entérotoxémie, tétanos et lymphadénite caséreuse. Ça dépend toujours de la prévalence qu'on a dans un troupeau, mais des fois, le seul outil qu'on a pour réduire lymphadénite caséreuse qui est assez transmissible, c'est de développer une immunité au niveau du troupeau sur quelques mois, quelques années, puis à un moment donné, on reprend le contrôle de ça. Il y a un vaccin pour la rage également. Ça dépend un peu où on se retrouve. Est-ce que les animaux ont tendance à aller plus dehors, moins dehors? On est dans une région endémique ou pas? À vérifier localement avec votre vétérinaire. Pour certains avortements, il y a un vaccin pour le chlamydia qui est disponible, mais Staph aureus, principalement quand la production laitière est d'importance. Vaccin comme tel, non homologué pour les problèmes respiratoires. Ils peuvent être utilisés, il y en a qui sont injectables. Il y a des produits qui s'utilisent également dans le nez, intranasal. Les vaccins qui sont disponibles pour les diarrhées néonatales. Alors, c'est des vaccins qui sont souvent dérivés d'autres espèces. Il y a des virus qui sont un peu communs ou semblables d'une espèce à l'autre. Quand on parle de bovins, généralement, ou de ruminants, il y a des produits qui sont disponibles dans les bovins qu'on n'a pas la contrepartie très adaptée côté mouton, mais avec lesquels on peut espérer avoir une certaine efficacité quand on est en problème. Encore là, c'est des injectables ou des produits oraux. Vaccin non homologué pour la paratuberculose, il y a un vaccin qui est disponible en Australie depuis un certain nombre d'années qui peut-être éventuellement sera importé ici pour prévenir la transmission de ça, sachant que dans l'hébergerie, c'est peut-être un milieu où la transmission de ce microbe-là se fait peut-être de façon plus importante que quand les animaux sont très répartis au pâturage. Coccidiose, on parle généralement de diarrhée sur des agneaux de 1 à 6 mois finalement. Puis on dit toujours que des fois la diarrhée, c'est la pointe de l'iceberg, sans que vous voyez nécessairement de la diarrhée. Vous allez peut-être voir des animaux qui ont une mauvaise croissance. Finalement, ils se tiennent toujours maigres, ils ont de l'air à manger, ils mangent le moulé, mais finalement, ils ne grossissent pas. C'est parce que vous avez possiblement de la coccidiose qui est sous-jacente. C'est une des maladies économiquement parmi les plus importantes. On est souvent obligé d'utiliser des produits préventifs sur une base naturelle, continuelle finalement, compte tenu que nos animaux vivent beaucoup à l'intérieur ici au Québec, puis il y a une très grande promiscuité. Finalement, il y a beaucoup de contamination des mangeoires avec du fumier comme tel, puis c'est quelque chose qui est hautement contagieux. Il y a 3 produits qui sont homologués pour ça. Vous entendrez parler d'Ecox, de Bovatec ou de Rumensin, c'est 3 molécules différentes qui ont des avantages, qui ont des inconvénients. Il s'agit d'en discuter avec le vétérinaire en place. On dit souvent que le décox ou le décoquinate a une très grande marge de sécurité. Les 2 autres produits, des fois, sont à faire un petit peu plus attention. Il ne faut pas trop faire des erreurs de surdose. Il faut vraiment que la prescription elle soit faite en fonction vraiment des quantités de moulés qui vont être utilisées. Dans tous les cas, ça prend une ordonnance vétérinaire auprès de la meunerie pour que vous puissiez utiliser ces choses-là. Fait que la prescription va être établie en fonction de votre utilisation et du tonnage que vous risquez d'utiliser, par exemple, par année. Fait que pour la plupart du temps, c'est des ordonnances sur une base annuelle. Des fois, il reste parfois un trou là, où on utilise un anticoxidien dans la moulée ou dans les concentrés, mais des fois, dans certains troupeaux, la consommation est trop faible en bas âge où les animaux prennent trop de temps à utiliser une quantité de moulée qui va permettre de distribuer finalement à dose efficace l'anticoxidien. Fait qu'il y a un produit qui est disponible, là, qui est le toltrazuril, c'est du Becox. C'est un produit qu'on utilise oralement vers 2 semaines d'âge. Parfois, c'est nécessaire. Test, analyse, diagnostic et nécropsie.
Tests et analyses diagnostiques, bien, il y en a toute une panoplie. On pense souvent, on parle de biochimie. Là. Dans le fond, c'est des appareils qui vont nous permettre de mesurer plein de paramètres au niveau sanguin chez les animaux. Quand on parle, par exemple, de calcium, de phosphore, de niveau de glucose, de toutes sortes de choses. Hématologie, bien, c'est des analyseurs finalement qui regardent les cellules qu'on retrouve en circulation. Là. Si l'animal est anémique, est-ce qu'il y a une réaction inflammatoire en cours, etc. Sérologie, ben, c'est une technique qui permet de détecter finalement des anticorps contre certaines maladies. On va l'utiliser dans des cas d'avortement, par exemple, à dire tel animal qui a avorté, le nombre d'anticorps contre telle maladie a beaucoup augmenté, par exemple, sur 2 ou 3 semaines autour de l'avortement. Par contre, des fois, on a certaines limites parce qu'au moment où l'avortement se produit, des fois, la brebis, elle a déjà ce qu'on appelle séroconverti. Fait qu'on se dit, est-ce que c'est ça la cause de l'avortement ou pas? Mais c'est des outils qu'on peut utiliser. Quand on parle présentement de statut sanitaire au niveau du Medivizina, ben c'est par dosage, finalement, par mesure sérologique, on vérifie est-ce que l'animal a des anticorps face au Medivizina. S'il y a présence d'anticorps, ça veut dire qu'il a été exposé à la maladie, qui est porteur du virus. Puis, s'il n'y en a pas, ben, on se dit que probablement le risque est très faible qu'il soit porteur du virus. Toutes ces les tests qui sont utilisés en sérologie ou on réfère souvent à 2 critères, là, la sensibilité d'un test et la spécificité. On parle dans les dernières années, par exemple, du test qui est utilisé en Medivizina au Québec versus celui qui est utilisé sur le programme ontarien. Mais présentement, au moment où je fais la vidéo, là, la sensibilité du test qu'on a au Québec est probablement plus élevée, c'est-à-dire qu'on va détecter plus facilement un animal qui est en début d'infection. Par contre, sa spécificité est peut-être un peu moindre, ce qui fait que des fois, au niveau de l'administration du programme, dans un troupeau où on s'attend à ne pas retrouver de Medivizina, s'il y a des animaux qui sortent positifs, on va peut-être décider de les faire retester, par exemple, en Ontario, pour voir si c'est vraiment des anticorps contre le Medivizina ou si c'est pas autre chose là, qui crée finalement un bruit de fond au niveau de l'interprétation du résultat. Parasitologie, examen de sel, finalement, voir est-ce qu'il y a des parasites. Fait que, encore là, il y a différentes techniques qui vont être utilisées. Généralement, sur les adultes, on parle de Wisconsin. C'est une technique particulière qui est utilisée pour voir finalement la présence d'œufs, des parasites au niveau des fumiers. Puis, on effectue un compte par gramme finalement de FACE. Sulfate de zinc, c'est une autre technique qu'on utilise notamment pour la détection de la coccidiose, de la giardiose. Fluorescence pour Hémoncus, ben, c'est un nouveau test là, qui a été un peu développé au Québec pour essayer, étant donné que l'Hémoncus a une importance particulière, mais il fait partie de toute une famille de parasites qu'on détecte en groupe. C'est une technique particulière qui nous permet d'établir c'est quoi le pourcentage finalement de l'Hémoncus parmi cette famille-là. Donc, est-ce qu'on doit traiter ou si c'est pas si pire que ça en termes de prévalence sur l'échantillon qu'on regarde. Génotypage. Les gens en pur sang souvent sont sensibilisés à ça. Dans les élevages commerciaux, on suggère de plus en plus d'utiliser des béliers qui sont certaines résistances. Quand on parle de la tremblante, c'est l'outil qui a été développé un peu pour ça, pour faire la sélection au travers des années. De plus en plus, on parle de résistance au Medivizina. C'est peut-être des choses qui rentrent en ligne de compte. CMT, c'est quelque chose qu'on utilise passablement dans les bovins qui permet de détecter ce qu'on appelle les mammites subcliniques. C'est-à-dire que ce qu'on détecte, c'est pas la mamite comme telle, les bactéries finalement, c'est la présence de cellules somatiques dans le lait, fait que c'est des cellules du système immunitaire finalement qui augmentent au niveau du lait suite à la présence de certains agents infectieux. Fait qu'on mélange du lait, puis
Dans les bovins, bien, généralement, on a 4 quartiers. Dans les moutons, on va en avoir 2. Mais finalement, on va mélanger le lait et une solution qui est la solution CMT. Finalement, on agite, puis on observe la consistance obtenue au niveau du mélange. Fait que plus c'est visqueux, plus c'est épais, ça veut dire que le comptage cellulaire est élevé, puis que cet animal-là est probablement cliniquement infecté là, au niveau du pied. Réfractomètre de Brix, on va parler de ça surtout dans l'évaluation du colostrum. C'est l'image que vous avez sous les yeux, finalement. Là, on va mettre l'appareil étant en haut, on va déposer une certaine quantité de colostrum sur la fenêtre qui est à l'extrême gauche. Puis, quand on regarde dans l'objectif qui est là, en fixant une lumière, on va voir une échelle, finalement. On va voir une partie bleue, puis une partie blanche. Puis, dans le cas de l'image qu'on a là, finalement, la lecture serait à 15 degrés Brix. Il ne faut pas prendre ou acheter n'importe quel réfractomètre de Brix. Le réfractomètre de Brix est utilisé dans plein d'applications, puis plein d'industries, dans la cabane à sucre, puis dans plein d'autres choses. Il faut trouver un réfractomètre qui va avoir une échelle de 0 à 30 %. En général, c'est ce qu'on recommande là, au niveau de l'utilisation de ces appareils-là. C'est calibré théoriquement pour être utilisé à 20 degrés Celsius. Fait qu'il faut faire un peu attention où est-ce qu'on est installé pour lire ces choses-là. On vise au niveau du colostrum, quand on l'évalue, à avoir un minimum de 21 degrés à la lecture. Ça équivaut à, quand on mesure ce qu'on appelle des IgG, c'est les immunoglobulines. Dans le fond, c'est ce qu'on vise à transmettre de la mère à l'agneau, parce que les agneaux naissent, ils ont besoin du colostrum, ils naissent sans ce qu'on appelle des globulines. Et le 21 degrés Brix équivaut à 50 mg par ml d'immunoglobulines au niveau du colostrum comme tel. Fréquemment, on va avoir 80 à 100 mg par ml au niveau d'un colostrum de qualité. Puis, on ciblerait idéalement qu'un agneau consomme, on dit 30 grammes d'immunoglobulines. Puis, en termes de volume, autour de 100, on dit 112, là, ça vient d'une étude, de 112 millilitres par kilo de colostrum dans les premières 24 heures. Il faut se dire que les colostrums ne sont pas de qualité égale. Il y a des brebis qui ont des très belles qualités de colostrum, puis il y en a d'autres que c'est très dilué, que c'est pas terrible. Fait que si on a le minimum requis là, de 21 degrés, il faut calculer que ça prend autour de 600 ml pour un agneau de 4 kg. C'est 15 % du poids vif. C'est un objectif qui me paraît très ambitieux. Je ne suis pas sûr que l'agneau il va consommer ça, là. Mais ça démontre que si on a un colostrum qui est qualité limite, il va falloir que l'agneau en boive en masse pour finalement avoir un système de défense adéquat pour bien partir dans la vie. Par contre, si vous êtes à 28-30 degrés Brix, ça va prendre moins de 400 ml là, pour un agneau qui fait le même poids, c'est-à-dire autour de 10 % du poids vif. C'est un objectif qui est beaucoup plus envisageable puis réaliste comme tel. Ça permet, le réfractomètre, là, de vérifier les protéines. C'est-à-dire ce qu'on peut utiliser pour voir le résultat, c'est de vérifier les protéines totales. Ce qu'on appelle, on peut faire une mesure précise des IgG aussi, ou de quelque chose qu'on appelle la GGT dans le sérum à 24 heures d'âge. Généralement, si on veut se vérifier, est-ce que le transfert de colostrum se fait bien? Est-ce que c'est parce que mes brebis n'ont pas de colostrum, ils ont une qualité de colostrum qui n'est pas bonne? On peut prendre des échantillons de sang sur les agneaux quand ils sont rendus à 24 heures d'âge. Normalement, ils devraient avoir reçu ce qu'ils ont à prendre parce qu'à un moment donné, l'intestin est plus perméable à ça puis il l'absorbe plus. Fait qu'on peut évaluer où est-ce qu'on se trouve. En général, on va travailler plus au niveau de la mesure des protéines totales. C'est une mesure indirecte, c'est-à-dire qu'elle ne mesure pas juste les immunoglobulines, mais l'augmentation d'immunoglobulines va se traduire par une augmentation des protéines totales. Puis à 24 heures, on va avoir une bonne idée là,
est-ce que ça a bien fonctionné ou ça n'a pas bien été comme tel. Les deux autres mesures sont des mesures plus spécifiques, plus coûteuses en général. Fait que les protéines totales, quand on les mesure, au niveau d'un agneau, là, ça se lie avec un réfractomètre aussi, on devrait se retrouver en haut de 55. Généralement, quand ils naissent, là, la lecture de base sur un agneau qui n'aurait pas eu de colostrum, c'est autour de 45, mais c'est pas rare que quand on a vraiment une brebis qui a un colostrum de qualité, que l'agneau a bien parti, qui était vigoureux, qui a bien bu autour de 24 heures, là, si on le mesure, c'est pas rare qu'on a des 64, 65, 66 là, comme lecture. Dans ce temps-là, on se dit good job, ça a bien fonctionné. Des IgG, au niveau de la mesure, ben, c'est un petit peu la lecture qu'on devrait avoir. Là. On devrait être en haut de 7 mg par ml. Ça, c'est vraiment le minimum. Puis l'objectif, ben, c'est d'être en haut de 10 idéalement parce qu'il a été démontré là, que quand le niveau de globuline il est trop bas au niveau du sérum, là, que l'agneau n'a pas eu le colostrum qu'il fallait, ben, la mortalité elle peut être multipliée par 3 ou 4. GGT, c'est la lecture qu'on devrait obtenir là, en haut de 500 unités. Mesure des BHB. On parle souvent de précision extra. C'est pour utiliser pour détecter de façon précoce la toxémie de gestation. C'est des petits appareils qui sont vendus notamment pour les gens diabétiques. Ce n'est pas un appareil strictement vétérinaire comme tel, mais on utilise des bandelettes particulières qui sont des mesures des corps cétoniques finalement. Fait qu'il faut prendre un échantillon de sang comme tel qu'on met sur une petite bandelette là, que vous voyez dans le bas de l'image qui est insérée dans le lecteur qui va nous donner une lecture. Dans le cas qui nous occupe, là, ça sort à 1,4. Fait que la normale, dans le cas des brebis, de 0 à 0,7, on considère ça normal. De 0,8 à 1,6, on se dit que la brebis est en sous-alimentation modérée. Sous-alimentation voulant dire que soit qu'elle n'est pas nourrie suffisamment ou qu'elle n'est plus capable de consommer suffisamment parce qu'elle a trop d'agneaux qui occupent son abdomen et qu'elle n'a pas suffisamment de concentré pour pallier au problème. 1,7 à 3, bien, on parle de sous-alimentation sévère. C'est vraiment un problème qu'il faut adresser. Puis en haut de 3, bien, là, on a des signes cliniques là, de toxémie. On peut se dire que probablement que la brebis elle va se ramasser à terre, ça prend trop de temps à mettre bas. Les nécropsies, c'est pas mal nécessaire. À un moment donné, il faut savoir où on s'en va, puis de juste sortir des agneaux puis des brebis d'une bergerie sans savoir de quoi ils sont morts, on n'avance pas grand-chose. Fait qu'à un moment donné, des fois, il faut prendre le temps d'acheminer des animaux à la salle d'autopsie. Puis ça nous permet de, comme on dit, différencier une malchance d'un problème qui risque de se répéter. Des fois, c'est une bad luck qu'on va trouver, puis on se dit ça n'a pas trop de risque de se reproduire, ou bien c'est quelque chose qu'on aurait peut-être pu prévenir. C'est important de bien conserver les cadavres. C'est sûr que faire une autopsie sur un animal qui est mort il y a 2 ou 3 jours en plein été, souvent on oublie ça, on n'a pas de résultats valables parce que il y a ce qu'on appelle de l'autolyse, puis l'animal est en décomposition. Fait que des fois, il faut faire appel, soit envoyer la carcasse au complet sur prescription vétérinaire au laboratoire, ou que le vétérinaire vienne sur place, des fois, selon les distances, des fois de le faire sur place, on peut faire une autopsie, puis de façon sommaire, des fois trouver des choses, puis dire, ben, c'est réglé, on sait que c'était ça. Ou des fois, on va prélever des pièces appropriées, des organes, on va prendre des tranches d'organes, on va envoyer ça pour soit de la bactériologie ou ce qu'on appelle de l'histopathologie, puis, ou des dosages toxicologiques sont quelque chose de particulier. Fait que des fois, il faut faire appel au vétérinaire pour vérifier ces choses-là. On arrive aux méthodes d'euthanasie. Vous avez probablement entendu parler de la méthode par percuteur. C'est de plus en plus utilisé, entre autres dans les bovins aussi, pour éviter de contaminer les carcasses avec des barbituriques qui sont de moins en moins acceptés par les entreprises de récupération. Mais il y a un site particulier où le percuteur doit être utilisé pour vraiment, le but, c'est de créer un dommage instantané là, au niveau du cerveau pour que l'animal perde carrément conscience, puis qu'on ait une perte de conscience très rapide, l'insensibiliser finalement. Fait qu'il faut avoir un protocole de décision, il faut savoir quand le faire.
c'est pas toujours une bonne idée de laisser les animaux mourir de leur propre mort. Des fois, il faut abréger des souffrances. Fait qu'au niveau d'un protocole de décision qui tient compte des maladies, des blessures, du fait qu'un animal est carrément plus productif, on se dit ça ne donne rien de l'envoyer au niveau de l'encan. Des fois, c'est une décision économique, des fois, c'est une question de sécurité. Fait qu'au niveau des méthodes acceptables, on cherche quelque chose qui va être rapide, qui va être efficace. Ce qu'on veut, c'est la gestion de la douleur. On veut que le mot euthanasie, là, finalement, c'est une mort qui est respectueuse, mais qui, à quelque part, est le plus dénuée de douleur. Et on essaie d'éviter les résidus. Il faut toujours penser, quand on utilise des produits dans ce cadre-là, que des fois, les carcasses ne sont peut-être pas enfouies aussi vite qu'elles devraient l'être. Puis, des fois, il peut y avoir un chien de ferme qui va aller gruger après ça puis s'intoxiquer. Il faut penser à l'environnement aussi. Sur nos fermes, quand on enterre des animaux qui peuvent être contaminés par toutes sortes de produits. Fait que au niveau canadien, là, puis au niveau du Québec, ben, au niveau des techniques, un objet contondant, là, un bon coup à la tête, finalement, ça se fait juste en bas de 5 jours, là, rendu plus haut que ça, assommer un agneau là, avec un objet contondant, là, ça ne devrait pas être fait sur un animal de plus de 5 jours. L'arme à feu, ben, ça prend un calibre minimum parce qu'on veut créer vraiment un dommage au niveau cérébral. On parle de calibre 22, idéalement, bon, 12, 16, 20. Percuteur avec saignée au jonchage. La percussion, ce n'est pas une méthode qui est une méthode d'euthanasie en soi, c'est être appliqué tout seul. Soit qu'on saigne l'animal après, immédiatement, finalement, pour pas qu'il y ait de reprise de conscience, puis qu'il n'y ait pas que vraiment l'animal il agonise pas, là. Ou ce qu'on appelle un jonchage, c'est-à-dire qu'il y a des tiges qui peuvent être utilisées au niveau de le trou qu'on se trouve à être fait, hein, qu'on a fait au niveau du crâne. On va aller finalement créer plus de dommages au niveau du cerveau, là. Puis, on peut utiliser aussi des produits, là, barbiturique. Ce qui est utilisé de plus en plus en médecine vétérinaire aussi, c'est le chlorure de potassium, là, qui peut être utilisé de façon secondaire, mais là, on va souvent faire plus appel à un médecin vétérinaire comme tel, là. Vous n'aurez peut-être pas l'habilité, là, puis vous ne serez peut-être pas legit non plus d'utiliser certains produits de votre propre chef sur la ferme. Fait que comment on valide tout ça? Bien, l'insensibilisation doit être évidente en moins de 30 secondes. On ne doit pas avoir parmi les critères qu'on utilise, pas de réflexe cornéen, c'est-à-dire que si vous mettez le doigt sur le bord de l'œil, il ne devrait pas avoir les paupières ne devraient pas fermer. On ne devrait pas avoir une respiration régulière. C'est peut que l'animal respire encore occasionnellement, mais plus vraiment comme un genre de réflexe, là, mais ça ne devrait pas être quelque chose de régulier. Puis on ne devrait pas avoir de mouvement volontaire, c'est-à-dire que si vous touchez à quelque chose qui va réagir à son environnement finalement, quels sont les signes d'une technique qui n'a pas été efficace? Bien, vocalisation. Si le mouton bêle, c'est pas normal. S'il relève la tête ou il essaie de se redresser, c'est pas normal encore une fois. Mouvement oculaire volontaire, s'il vous regarde ou s'il a l'air de suivre du regard, ben, c'est quelque chose qui veut dire que la technique n'a pas bien fonctionné. Le clignement des yeux aussi, on ne devrait pas observer ça. Par contre, font partie des phases normales là, quand on fait de la percussion, c'est d'avoir des convulsions ou un animal qui va pédaler. Ça peut débuter genre une minute après que vous allez avoir utilisé le percuteur, puis ça peut durer facilement 15-20 secondes. Ça ne veut pas dire que l'animal est conscient, c'est simplement là, des convulsions qui se produisent, puis ça ne veut pas dire que vous avez raté votre coup comme tel. Comment on constate la mort, puis qu'est-ce qu'on fait avec le cadavre? Bien, pour constater la mort, normalement, il y a 4 choses. Là. Les pupilles devraient être dilatées au niveau de l'œil. Il n'y a pas de réflexe palpébral, c'est-à-dire que vous touchez à l'œil, il n'y aura pas comme tel, les paupières ne vont pas fermer. Il n'y a plus de respiration, puis le cœur ne bat plus. Disposer du cadavre, bien, on dit dans les 48 heures du décès. Nécropsie au besoin, on a parlé. Puis enfouissement sur la ferme parce que la récupération, le récupérateur ne récupère pas les carcasses de moutons.
On termine un petit peu en parlant du PISAC. C'est un programme qui a été mis sur pied par le ministère de l'Agriculture pour, dans le fond, orienter des visites dans un cadre un peu plus préventif dans les fermes sous différentes espèces. Fait qu'il y a eu 4 volets qui ont été, avec le temps, déclinés là, par le MAPAC au niveau des moutons puis des petits ruminants, finalement. Le premier programme adressait la prévention puis le contrôle des avortements. Finalement, c'est de sensibiliser, d'expliquer aux producteurs c'est quoi les causes possibles d'avortement dans des bergeries, de sensibiliser à comment prendre des échantillons, qu'est-ce qu'on doit envoyer, à quel moment on doit s'alarmer. Puis, éventuellement, dans le cas où la première visite a été faite là-dessus, l'éleveur, finalement, détient un peu une police d'assurance au niveau du MAPAC qui va prendre en charge éventuellement l'autopsie et le prélèvement comme tel des avortons puis des pièces nécessaires pour le diagnostic au moment où on aura là, une vague d'avortement, puis qui va couvrir également la visite du vétérinaire pour faire la suite des résultats du laboratoire. Il y a eu également un programme au niveau de la qualité du lait comme tel. Évidemment, ça se destinait plus là, chèvres laitières, moutons laitiers. Gestion du parasitisme aussi. Évidemment, ça touche plus les gens qui envoient leurs animaux au pâturage au niveau des coprologies, puis des recommandations à faire en traitement en termes d'organisation des vermifuges. Et le dernier programme qui a été mis de l'avant, d'usage judicieux des médicaments, puis finalement d'adresser ça plus particulièrement une problématique qui peut être choisie au niveau de la bergerie parce que c'est quelque chose de prévalent, puis c'est quelque chose qui préoccupe l'éleveur, puis sur lequel il y a un impact économique pour lequel on veut vouloir travailler. Fait que ça, c'est des choses qui sont à discuter avec votre vétérinaire. C'est des mesures qui sont disponibles de façon gratuite, c'est-à-dire que le MAPAC défraie le vétérinaire complètement pour faire ces choses-là. Fait que c'est quelque chose que vous pouvez penser de demander. Je reviens très rapidement sur la gestion judicieuse des médicaments. J'espère que c'est un message que vous aurez pris aujourd'hui, à savoir qu'avant de traiter, ça prend un diagnostic. On ne traite pas à l'aveugle. Si on ne sait pas de donner toute la panoplie de la pharmacie à un animal, c'est rarement gagnant, c'est rarement une bonne idée. Des fois, on est mieux peut-être d'abandonner le cas sur une base de troupeau puis de dire on fait une autopsie, on le fait à un temps aussi propice. Puis si on décide d'entamer un diagnostic, bien, encore une fois, travailler avec le dosage approprié, le bon produit, la bonne dose, la bonne voie d'administration, le donner assez fréquemment. C'est souvent une tendance naturelle, des fois, quand l'animal s'améliore, de dire il y a de la correcte, je ne le traite plus, mais il y a des produits, il y a des cas où il faut continuer le traitement, autrement, la condition va récidiver. Parce que la durée du traitement, effectivement, était assez longue. Puis, toujours, évidemment, tenir compte des retraits. Là, on est dans une industrie qui travaille pour finalement produire des animaux sur lesquels qui ne contiennent pas de médicaments. Puis, avoir toujours en arrière-tête de limiter l'acquisition de résistance et qu'on parle là, autant des antibiotiques en particulier, puis également des antiparasitaires. Alors, merci de votre attention, en espérant que cette présentation a pu vous éclairer sur certains points et au plaisir de vous rencontrer.